Ok. Alors, pour les virus à ADN, ils ont tous la même problématique, c'est-à-dire que ils doivent répliquer leur génome, et pour cela, il faut des enzymes, une ADN polymérase, mais pas uniquement l'ADN polymérase, car il faut toutes les autres enzymes qui sont impliquées dans la réplication de l'ADN, une hélicase, et il faut aussi le substrat d'un ADN polymérase, c'est-à-dire les désoxynucléotides triphosphates, qui sont pas forcément présentes en grande quantité dans une cellule quiescente qui n'est pas en train de se diviser elle-même. Alors, des fois, il s'agit des virus, des enzymes virales, mais souvent il s'agit des enzymes de l'hôte, mais auquel cas il faudrait diriger les enzymes de l'hôte vers une engine de réplication virale. Donc ça c'est le problème général pour la réplication de l'ADN. Pour l'expression du génome, ils doivent exprimer des ARN messagers à partir d'un ADN double brun. Donc ça, il faut un ARN polymérase et des enzymes nécessaires pour ajouter une queue poly-A. Il faut aussi des facteurs de transcription pour pouvoir démarrer la transcription sur l'ADN viral. Donc ça, ce sont les contours du problématique. Et la solution adoptée par différents virus va dépendre des réponses à un certain nombre de questions. Et pour comprendre en quelque sorte la stratégie que tel ou tel virus va utiliser, il va suivre un petit peu cet arbre décisionnel. Donc la première chose, c'est est-ce que la réplication va être, est-ce que notre virus va se répliquer dans le noyau ou dans le cytoplasme? Si un virus à ADN veut se répliquer en dehors du noyau, ça veut dire qu'il n'aura pas accès aux enzymes cellulaires impliquées dans la réplication ou l'expression de l'ADN. Et donc, le virus va devoir coder pour tous ces gènes lui-même et effectuer toutes ces fonctions de façon indépendante. Et donc, c'est uniquement les virus à ADN les plus gros, avec des génomes les plus complexes, qui sont capables de le faire. Les poxvirus et les virus géants comme le mimivirus. Et donc, ces virus-là, ils font tout par eux-mêmes et ils font pas appel aux enzymes cellulaires pour effectuer ADN, ARN polymérase, etc., pour répliquer et exprimer leur ADN. Alors, si ce qui est le cas pour la plupart des virus à ADN, on base notre cycle de réplication, on situe notre cycle de réplication dans le noyau. Bah, la prochaine question, c'est est-ce que la cellule que j'ai infectée est en cycle cellulaire déjà? Et si la réponse est oui, ça veut dire que les enzymes de l'hôte, les ADN polymérase, etc., sont déjà présentes et actives. Et dans ce cas-là, moi, en tant que virus, j'ai besoin de rien faire. J'ai juste besoin de me présenter et la cellule va faire tout pour moi. Et donc ça, c'est le cas pour le parvovirus B19, qui est un des parvoviridae, et c'est le seul qui n'est pas dépendante d'une co-infection. Et il peut se répliquer de façon autonome parce qu'il infecte des cellules souches hématopoïétiques ou peut-être des érythroblastes qui sont tout le temps en train de se diviser. Donc, toutes les enzymes nécessaires pour la réplication de l'ADN sont déjà présentes chez la cellule infectée. Alors, donc ça c'est vrai dans un certain nombre de types cellulaires, mais dans la plupart du temps, si des virus vont infecter des cellules épithéliales, par exemple, la plupart des cellules épithéliales ne sont pas en train de se diviser. Donc les enzymes de l'hôte sont potentiellement disponibles, mais ils ne sont pas vraiment actives dans la cellule qu'on a infectée.
Et dans ce cas-là, les virus ont deux choix. Certains virus vont induire le cycle cellulaire, ou les virus à ADN en tout cas, vont induire le cycle cellulaire chez la cellule hôte, d'autres non. Si la réponse est non, bah, dans ce cas-là, les virus à ADN doivent quand même apporter leur propre ADN polymérase. Parce que les cellules infectées ne vont pas vraiment avoir une grande quantité d'ADN polymérase exprimée. Et donc, à nouveau, il faut un grand génome pour être relativement autonome pour la réplication de son ADN. Donc, ce sont les herpesvirus et les baculovirus qui vont infecter les cellules et lors de leur cycle lytique, ils ne modifient pas le cycle cellulaire, la cellule hôte. Et finalement, si les virus à ADN infectent des cellules qui sont quiescentes, mais qui vont induire le cycle cellulaire, ça veut dire qu'ils vont pousser la cellule à exprimer l'ADN polymérase, tous les cofacteurs nécessaires pour la réplication de l'ADN. Et c'est ça qui permet au virus à ADN, avec un petit génome, de se répliquer de façon autonome. Donc sans avoir à coder tout un tas de gènes par eux-mêmes. Donc ça, c'est la stratégie de base des Polyomaviridae, Papillomaviridae et les Adénoviridae. Tous les virus à ADN double brin avec des génomes moins de 50 kilobases de taille, ils ont un peu ça comme stratégie de réplication. Ok, donc ça c'est le type de choix et c'est fortement dépendant de la taille du génome. Si on a un petit génome, on n'est pas autonome, donc il va falloir manipuler la cellule pour arriver à ses fins. Alors, quels sont les différents gènes, le strict minimum nécessaire ou les protéines nécessaires pour répliquer l'ADN? Bah, il faut bien sûr une ADN polymérase, mais il ne faut pas que ça. La réplication de l'ADN commence par la synthèse d'une amorce en ARN qui va être allongée par l'ADN. Donc, il faut une primase qui va synthétiser l'amorce. Et pour permettre la primase de se fixer et commencer cette première synthèse d'acide nucléique, il faut diriger la primase sur un site d'origine de réplication d'ADN via une protéine de fixation sur l'origine, un OBP. Et il faut une activité hélicase qui va dérouler les deux brins d'ADN complémentaires pour permettre à la primase de commencer à synthétiser cette amorce. Donc, ce sont les premières protéines impliquées, mais il faut aussi un facteur de processivité qui va permettre l'ADN polymérase d'avancer et une protéine de fixation sur l'ADN simple brin qui va stabiliser l'ADN sur le brin qui est déplacé. Donc ça, c'est un peu la machinerie minimum pour appliquer l'ADN. Mais, comme je disais, il faut le substrat, il faut les désoxynucléotides triphosphates qui ne sont pas forcément présentes en grande quantité. Donc, il faut une thymidine kinase pour commencer la phosphorylation et une ribonucléotide réductase qui permet de produire des désoxynucléotides triphosphates à partir de NTP. Alors, chez les herpesvirus, comme le virus herpes simplex 1, il y a des gènes dans le génome qui codent pour toutes ces différentes enzymes et protéines. Donc, c'est pour ça que ces virus sont indépendantes et autonomes pour leur application de leur ADN. Alors, chez les petits virus à ADN double brin, polyomavirus et les parvoviridae, on n'a qu'une seule protéine virale qui va avoir cette double activité de fixation sur la séquence d'origine virale. Non, la séquence l'origine de réplication d'ADN virale. Et aussi, il va avoir une activité de hélicase qui sépare les deux brins de l'ADN qui permettra à la primase cellulaire de se fixer. Donc, peu de gènes ou beaucoup de gènes impliqués. Alors, on va regarder comment fonctionne le polyomavirus.
ou les polyomaviridae pour répliquer leur ADN. Donc, la protéine virale qui a cette fonction de protéine de fixation d'origine de réplication, c'est l'antigène grand T. Donc, L pour large T antigen. Et la deuxième fonction de l'antigène grand T, c'est de induire le cycle cellulaire dans la cellule infectée. Et elle le fait en se fixant sur deux protéines cellulaires clés, la P105RB et la protéine P53. Donc elle va à la fois induire la transition de cycle cellulaire G1 vers S et il va inhiber l'induction de l'apoptose chez les cellules infectées. Alors, chez les cellules qui sont permissives, le cycle de réplication aboutit à une infection lytique de la cellule. Donc, cette induction du cycle cellulaire est sans conséquence pour l'organisme infecté. Mais lorsque les cellules non permissives sont infectées, donc une cellule non permissive ne permet pas au virus de compléter son cycle de réplication lytique. Mais dans ce cas-là, on aura une infection abortive, mais le cycle cellulaire est perturbé. Et c'est ce qui mène à, ou peut mener à une transformation maligne de la cellule infectée. Et c'est ce qui est responsable du potentiel carcinogène de certains de ces petits virus à ADN double brun. Alors, si on regarde les autres types de petits virus à ADN double brun qui se répliquent de façon autonome, les adénoviridae et les papillomaviridae, ces virus ont également des protéines qui possèdent le même type de fonction, c'est-à-dire que les protéines E1A et E1B chez les adénovirus se fixent sur P105RB et P53 et induisent le cycle cellulaire dans la cellule infectée. Et c'est pareil chez les papillomavirus. Et là, c'est les protéines E7 et E6 qui ont ces fonctions. Alors, pour l'activité fixation sur l'origine de réplication, ce sont des hexamères. Oui. Ah, c'est une protéine. L'antigène grand T, c'est une protéine. Oui. Expliquer la différence virus ADN, virus ARN. Ok, je vais revenir une ou deux diapositives, même au début parce que ce cours, parce qu'on avait commencé le cours la semaine prochaine. Donc ça, c'était mon schéma, le monde viral, avec selon la classification de Baltimore. Tout ce qui est en police noire, là, les lettres romains en noir, ce sont les virus à ADN de la classe de Baltimore. 1, c'est ADN double brun, 2, ADN simple brun, et tout ce qui est en rouge, ce sont les virus à ARN. Ici, la plupart du temps, ils vont avoir une réplication nucléaire et leur stratégie de réplication, c'est je me fais passer pour un gène cellulaire. Les virus ARN, bonjour. La majorité ont une réplication cytoplasmique et leur stratégie de réplication, c'est basé sur je vais me faire passer pour un ARN cellulaire. D'accord? La semaine dernière, je vais passer en revue ces différents virus à ADN pour donner des exemples. Et on s'était arrêté là. Mais le problème de base pour un virus à ADN, c'est ça. Son génome, c'est en ADN. Il doit le répliquer et il doit l'exprimer. En exprimant en des ARN messagers que la cellule hôte va traduire pour lui. Et à partir de là, je vais être obligé de continuer. Oui, donc l'antigène grand T fait deux choses pour les polyomavirus. Il induit les cellules infectées en cycle cellulaire
en se fixant sur P105RB et P53, les protéines cellulaires. Et ensuite, l'antigène grand T va avoir un rôle de protéine de fixation sur l'origine de réplication. Donc, ce sont les deux examens de l'antigène grand T qui vont se fixer sur l'origine de réplication virale. Et ça va commencer à déplier les deux brins d'ADN et c'est ce qui va permettre le recrutement de la cellule, la protéine cellulaire RPA sur cette origine de réplication. Et une fois qu'on a la fixation de la protéine cellulaire RPA, on a le recrutement de la primase qui synthétise l'amorce en ARN, ensuite l'ADN polymérase alpha, etc. Et on démarre la réplication de l'ADN à partir de cette sorte de bulle de réplication. Et la réplication de l'ADN va partir dans les deux sens en même temps. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer de notre ADN double brin circulaire à quelque chose comme ça, avec la réplication de l'ADN qui continue, enfin, qui avance dans les deux sens. Et ça va, parce on aura déplié les deux brins de l'ADN ici, ça va ajouter des torsions dans le reste de la molécule d'ADN double brin. Et si on n'a pas un moyen de relâcher cette torsion physique, ça va bloquer notre réplication à un moment donné. Donc ce sont les topoisomérases cellulaires qui vont pouvoir cliver un brin de l'ADN et relâcher cette torsion intramoléculaire. Un autre problème avec la réplication de molécules d'ADN circulaires, c'est que à la fin de la réplication de l'ADN, les deux copies filles risquent d'être un peu entortillées l'une dans l'autre. Et pareil, pour les séparer, il faut avoir une activité de topoisomérase qui est capable de couper. Bonjour. Donc une activité de topoisomérase qui va être capable de couper par exemple cet ADN, cette molécule d'ADN bleue ici, et faire passer la molécule d'ADN rouge qui est derrière devant. Et c'est ça qui va permettre de séparer les deux copies d'ADN double brin. Donc les topoisomérases sont aussi des cofacteurs cellulaires nécessaires pour compléter la réplication de l'ADN chez les polyomavirus. Donc ça, c'est un problème de la réplication de l'ADN circulaire, mais la réplication de l'ADN linéaire comporte un peu son propre problème. Pourquoi? Parce que, comme on sait, le début d'une molécule d'ADN lors de sa synthèse, c'est une amorce en ARN qui est ensuite dégradée. Avec un génome circulaire, c'est pas un problème parce que l'ADN polymérase fait tout le tour et lorsque l'amorce est dégradée, l'ADN polymérase va tout remplacer par l'ADN et puis une ligase va terminer le boulot. Donc ça, c'est pas un problème pour l'ADN circulaire. Mais lorsqu'on a un génome en ADN linéaire, on a un problème. Parce que si on détruit l'amorce en ARN à chaque cycle de réplication, ça veut dire que notre génome va se rétrécir à chaque fois qu'on le réplique. Donc, dans nos cellules, quelle est la solution pour ce problème? Oui, le télomérase. Donc, la télomérase va synthétiser des séquences répétées qui permettent de ne pas perdre un bout de l'extrémité de chaque chromosome à chaque cycle de réplication. Mais les virus n'ont pas de télomère. Donc, comment ils font? Les virus avec un génome en ADN linéaire. Il y a différentes astuces. Donc, les herpès virus, je trouve que ça, c'est un peu de la triche. Donc, le génome est circularisé juste après l'entrée. Donc, leur génome est linéaire dans la particule virale, mais après l'injection dans le noyau, il va se circulariser. Et donc, ces virus évitent le problème. Mais pour les parvovirus et les adénovirus,
c'est basé sur des séquences répétées aux extrémités du génome. Donc, chez les parvovirus, on a des séquences répétées inversées terminaux, inverted terminal repeats, aux deux extrémités du génome. Et ça va permettre l'auto-amorçage de la synthèse de l'ADN, comme on va voir. Pour les adénovirus, ils ont une autre solution qui est un peu curieuse, c'est-à-dire que c'est une protéine virale qui va fonctionner comme amorce et pas l'ARN. D'accord? Donc évidemment, une ADN polymérase cellulaire ne va pas reconnaître cette protéine virale comme une amorce pour commencer à synthétiser de l'ADN. Donc il faut une ADN polymérase virale pour utiliser ce système. Et donc les adénovirus codent pour leur propre ADN polymérase. Alors, aussi, comme on va voir, il y a un problème pour amorcer le brin complémentaire. Et à nouveau, ce sont des séquences répétées aux extrémités de l'ADN génomique qui permettent cet amorçage. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce schéma complexe pour illustrer la réplication de l'ADN chez les Parvoviridae. Donc, ce sont des virus avec un génome en ADN simple brun, mais les deux extrémités du génome sont complémentaires. Donc, dans la particule virale, ce que l'on pense, c'est que la configuration de l'ADN, la plupart c'est en simple brun, mais les deux extrémités vont s'hybrider ensemble pour donner cette structure en sorte de poil à frire avec la manche du poil en ADN double brun. Alors, la particularité de ces séquences, c'est qu'elles sont également complémentaires avec elles-mêmes. Donc, il y a une sorte d'équilibre qui se fait entre cette forme-là, où les deux extrémités s'hybrident l'une avec l'autre, et cette forme ici, où chaque séquence à l'extrémité s'hybride avec elle-même. D'accord? Donc, on a un équilibre ici. Alors, cette forme, ici, on a l'extrémité 5' de notre ADN. Si on suit tout le long, on arrive avec une extrémité 3' ici, qui est en forme ADN double brun, parce que il s'hybride avec la séquence complémentaire sur cette partie-là de l'ADN. Et cette structure-là peut être prise en charge par les systèmes de réparation de l'ADN de la cellule hôte. Donc, l'ADN, je ne sais pas exactement quel ADN polymérase de la cellule hôte va le faire, mais elle va réparer ce qu'elle pense être une sorte de lésion dans l'ADN. Elle va recopier tout cet ADN-là. Elle va le liguer ici pour avoir une molécule d'ADN double brun qui est parfaitement fermée. Et une fois qu'on a l'ADN double brun, des gènes viraux peuvent être exprimés parce qu'on a des séquences promotrices ici, et donc l'ARN polymérase cellulaire peut transférer des gènes viraux, notamment la protéine REP, qui va se fixer ici sur l'origine de réplication virale. Il va le couper ici. Il a une activité il a introduit une petite coupure sur un des deux brins. Et ensuite, cette séquence-là, il peut se déplier et il va être réparé à son cours. Et la protéine REP fait la même chose ici. Et on finit avec cette molécule d'ADN double brin linéaire, avec chaque extrémité qui s'hybride avec son brin complémentaire. Mais à nouveau, il peut avoir un équilibre avec les formes qui s'hybrident avec elles-mêmes. Et ça crée des sortes d'intermédiaires de réplication. Et on a un cycle qui s'amorce, qui finit par créer une tas de copies d'ADN simple brun qui peuvent être incorporées dans les particules virales.
Donc c'est assez compliqué tout ça. Le seul truc à retenir, c'est que on a des séquences auto-complémentaires, les ITR, qui permettent l'amorçage de la réplication de l'ADN. Alors, chez les adénovirus, comme je disais, l'astuce, c'est que l'ADN polymérase va se fixer sur une protéine virale qui s'appelle la PTP, le précurseur de la protéine terminale. Et l'ADN polymérase va greffer une cytosine sur le groupement hydroxyle d'une sérine de la protéine PTP. Et ensuite, cette cytosine et tout le complexe va se fixer sur l'extrémité de l'ADN double brun génomique du virus. Il va déplacer le brin complémentaire et il va commencer à synthétiser de l'ADN double brun ici. Donc, un brin de l'ADN est déplacé, il va être fixé par une protéine virale qui se fixe sur l'ADN simple brun. Et ça va nous donner à la fin une copie d'ADN double brun et une copie d'ADN simple brun avec la protéine DBP qui stabilise l'ADN simple brun. Mais, donc ça resterait là, sauf que on a à nouveau les deux extrémités du génome, de la séquence génomique, qui sont complémentaires. Donc on a un petit bout d'ADN double brun ici, qui va être reconnu comme par à nouveau l'ADN polymérase virale et le complexe avec la PTP, et il va commencer à synthétiser le deuxième brin complémentaire sur cet ADN simple brun. Donc on a la réplication de l'ADN double brun chez les adénovirus un peu en deux temps. On synthétise un brin complémentaire sur l'ADN double brun et on synthétise le deuxième brin complémentaire sur l'ADN simple brun. Ok, je vais sauter ça parce qu'on n'a pas le temps de faire toutes les questions. Donc ça, c'est les problèmes et les solutions employées par des virus à ADN pour assurer leur réplication. Alors, qu'en est-il pour l'expression des gènes? Donc, chez les virus à ADN, on distingue les gènes précoces, qui sont les gènes exprimés directement après l'entrée du virus dans la cellule hôte ou directement après l'arrivée de l'ADN dans le noyau. Alors, la fonction de ces gènes précoces, c'est de modifier la biologie de la cellule infectée. Par exemple, inhiber l'apoptose ou induire le cycle cellulaire, par exemple. D'autres gènes précoces vont contrôler l'expression d'autres gènes viraux ou démarrer la réplication de l'ADN viral. Après la réplication de l'ADN viral, on a l'expression des gènes tardifs. Donc, c'est vraiment la définition de ce que c'est qu'un gène tardif chez les virus à ADN. Ce sont des gènes qui sont exprimés après la réplication de l'ADN viral. Et globalement, ce sont des protéines de structure qui forment la capside ou la particule virale et les gènes impliqués dans l'assemblage ou la libération de ces particules. Donc, gène précoce, gène tardif. Alors, comment font les virus à ADN pour contrôler l'expression de ces différents gènes? Donc, chez le virus SV40, le premier exemple des polyomavirus. Le génome est en ADN double brun circulaire, molécule d'à peu près 5 kilobases de taille, et il n'y a qu'un seul site d'initiation de la réplication et de la transcription. C'est un seul promoteur. Mais le promoteur est bidirectionnel, c'est-à-dire que on peut avoir la transcription qui part dans ce sens ou dans l'autre sens sur l'ADN viral. Si la transcription part dans ce sens, on aura la transcription à l'expression des gènes grand T et petit t. Si la transcription part dans l'autre sens, on a l'expression des gènes VP1, VP2 et VP3 qui forment la particule virale. Donc ça, ce sont des gènes précoces
Et ici, ce sont des gènes tardifs. Alors, comment c'est contrôlé? Si on regarde le promoteur du SV40, il a dans ce promoteur une boîte TATA et des sites de fixation sur du facteur de transcription cellulaire SP1. Donc, les facteurs de transcription cellulaire vont démarrer la transcription dans une direction, et c'est ça qui va permettre l'expression des gènes précoces, des gènes grand T et petit t. Ensuite, lorsqu'on a une quantité suffisante de l'antigène grand T, il va se fixer à différents sites sur le promoteur, et c'est ça qui va permettre l'expression des gènes tardifs sur l'autre brin de l'ADN en démarrant la transcription dans ce sens. Donc on a un système très très simple. Okay, le promoteur, il va donc utiliser des facteurs de transcription cellulaire pour démarrer la transcription dans un sens. Ça permet l'expression des gènes viraux, des gènes précoces. Et ensuite, une de ces protéines précoces va être nécessaire pour induire la transcription des gènes tardifs. Chez les adénovirus, on a un truc un peu plus compliqué. Donc, on a un génome 30 à 38 kilobases de longueur avec plusieurs promoteurs dans le génome. Donc, ils sont classés comme étant des promoteurs précoces immédiats, précoces ou tardifs. Et il y a plusieurs promoteurs tardifs, mais ici, sur mon super schéma, j'ai illustré uniquement le promoteur tardif majeur, le MLP. Alors, ce qui va se passer lorsque cette molécule d'ADN arrive dans le noyau de la cellule, le seul promoteur qui va être actif initialement, c'est le promoteur E1A, le promoteur précoce immédiat, qui va permettre la transcription du gène E1A. Et ce promoteur va être reconnu par les facteurs de transcription de l'hôte, NFI et OCT1. Et c'est ça qui va permettre l'expression du gène précoce immédiat du virus, la protéine E1A. Alors, l'action de l'E1A va activer ces différentes promoteurs, les autres promoteurs précoces. Donc, E1A, ce n'est pas un facteur de transcription lui-même, mais comme on a vu tout à l'heure, il va se fixer sur la protéine cellulaire P105RB. Il démarre la transition G1S et notamment, il va libérer le facteur de transcription cellulaire E2F, ce qui ne nous arrange pas tellement parce que c'est à peu près le même nom que tous ces trucs-là. Là. Mais le facteur de transcription cellulaire E2F, c'est un des mécanismes qui va permettre l'activation de ces autres promoteurs précoces. Alors, qu'est-ce qu'on a quels sont les gènes viraux exprimés sous le contrôle de ces promoteurs précoces? L'ADN polymérase virale, la protéine PTP, la protéine de fixation sur l'ADN simple brun. Donc les protéines virales qui sont nécessaires pour la réplication de l'ADN viral. Et donc, une fois qu'on a ces gènes exprimés, on a la réplication de l'ADN viral et c'est ça qui va permettre l'expression des gènes tardifs à partir du MLP. Et les gènes tardifs, ça va être les protéines de capside du virus et les protéines nécessaires pour la libération des particules virales. Alors, on va voir si vous avez compris quelque chose sur ça. OK? Imaginez que vous avez généré un adénovirus mutant qui est délété pour le gène E1A. Quelles sont les propositions correctes ici? Okay, c'est ça. Et je démarre la question. Donc, normalement, il est actif, mais je n'ai pas le QR code. Attends. OK.
Ok, un truc comme ça. Ah, ok, j'ai quelques réponses. Alors, la réponse 2 est correcte, parce que si on délète le gène, mais on l'amène par complémentation, donc le virus peut se répliquer, parce que on a apporté la protéine qui manque. Donc ça marche. Euh, mais entre un et 2, les deux réponses sont euh, 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 enfin, les deux ne peuvent pas être vrais, d'accord? Peut-être les deux peuvent être fausses, mais elles peuvent pas être tous les deux vrais. Et la bonne réponse, en théorie, c'est la réponse 3. Parce que la protéine E1A est nécessaire pour l'expression de tous les autres gènes précoces. Donc, si on le délète, ben, normalement, il devrait se passer rien. C'est-à-dire que le virus delta E1A n'exprimerait aucun gène viral. Et donc, on n'aura rien comme amorçage de cycle de réplication. Sauf que si on le fait pousser dans une lignée qui exprime la protéine E1A, bah, de toute façon, là, ça marcherait. Donc, une fois qu'on a compris ça, pourquoi personne n'a choisi B4? Parce que 4, si on, là, c'est délété. Et je remplace ça avec la GFP sous le contrôle d'un promoteur. J'ai plus la protéine E1, mais je peux faire répliquer ce virus dans une lignée qui exprime le gène E1. D'accord? Une lignée transfectée de façon stable. Et je peux utiliser des particules virales qui viennent de cette lignée, qui sont produites dans cette lignée un peu particulière. Je les purifie. Je peux les utiliser pour infecter d'autres cellules. Dans ce cas-là, le promoteur là va m'activer la protéine GFP, mais je n'ai toujours pas la protéine E1A. Donc, je n'aurai pas vraiment une infection virale réplicative. Et donc ça, c'est vraiment la base du premier des vecteurs viraux basés sur des adénovirus de la première génération. On avait fait ça. On a délété le gène E1A, on l'a remplacé par un gène porteur. Et c'était censé être un vecteur de thérapie génique. Euh, on n'utilise plus des vecteurs de ce type parce qu'il y a des problèmes. Le niveau d'expression des autres gènes viraux n'est pas zéro, donc en fait, il faut les remplacer et trouver un autre système. Mais l'idée de base, c'était ça, pour les vecteurs basés sur les adénovirus. Est-ce que quelqu'un sait quel produit a été basé sur les vecteurs d'adénovirus? Un vaccin? Les premiers vaccins de ce type autorisés chez l'humain, qu'on n'utilise plus tellement en France d'ailleurs, je pense qu'il était les plus commercialisés.
Alors, si vous vous souvenez des années Covid, qu'est-ce qu'on avait comme fournisseur de vaccins? Qu'est-ce qu'on avait comme choix? On avait Pfizer, ouais. Et était composé de quoi le vaccin Pfizer BioNTech? Vous savez pas? Ouais, c'était un ARN. Pareil, premier vaccin ARN commercialisé, super méga succès. C'était pas la seule nouvelle technologie qu'on a utilisée. Et il y avait quoi comme autre fournisseur à un moment donné? Ouais. Et ça, c'était quoi? Moderna. Il y avait quoi d'autre? Personne ne sait? Hmm. Et ça, c'est l'adénovirus recombinant. Ok. De chimpanzé, d'ailleurs. Ok. Donc ça, c'est à la base basé sur ce type de raisonnement. Oui. Ah, ok. Donc, les questions, c'est à quoi ça sert les. Ok. E2, E3, E4, tout ça, ce sont les promoteurs. Ok. Et les protéines qui sont produites à partir de ces promoteurs, ça va être l'ADN polymérase virale, la protéine PTP et la protéine qui se fixe sur l'ADN simplement, et d'autres. Mais en tout cas, ce sont les protéines nécessaires pour la réplication de l'ADN viral, qui vont être exprimées sous le contrôle de ces promoteurs, les promoteurs E2, E3 et E4. E étant pour early, ok, précoce, et L, late, tardif. Ok, donc ça, c'est les adénovirus. Chez les herpesvirus, lors du cycle lytique, on a le même type de schéma. On a des grands génomes en ADN double brun avec plusieurs promoteurs et des gènes qui vont être exprimés sous le contrôle des promoteurs dites précoces immédiats ou précoces ou tardifs. Et les gènes exprimés sous le contrôle des promoteurs précoces immédiats, ce sont les gènes alpha. Ensuite, les gènes bêta sont exprimés et après la réplication de l'ADN, les gènes dites gamma sont exprimés. Alors, qu'est-ce qui contrôle l'expression de ces promoteurs, l'expression à partir de ces promoteurs? Pour les promoteurs précoces immédiats, l'expression à partir de ces promoteurs est contrôlée par un gène viral qui s'appelle le alpha-TIF, donc le facteur d'initiation de transcription des gènes alpha, qui a un autre nom qui s'appelle la protéine virale VP16. Alors, parmi ces gènes précoces immédiats, il y a le gène alpha 4 qui code pour un facteur de transcription virale, qui est la protéine alpha 4, et c'est cette protéine-là qui va exprimer, qui va permettre l'expression des gènes bêta. Donc la protéine alpha 4 est nécessaire pour l'activation des promoteurs précoces. Les gènes bêta, pareil, ce sont toutes les protéines virales impliquées dans la réplication de l'ADN. Et il y a un paquet, c'est toutes les UL quelque chose qu'on a vu dans la diapositive avant. Et c'est la réplication de l'ADN qui va permettre l'expression des gènes tardifs. Alors, il y a un problème avec ce schéma. Parce que si l'expression à partir du promoteur alpha
ou les promoteurs alpha, est dépendante d'une protéine virale. Comment je vais exprimer ma protéine virale pour qu'elle soit présente pour pouvoir activer l'expression de mes premiers gènes viraux? D'où est-ce qu'il vient là, cette protéine alpha-tif? Alors, si on se souvient de la structure des... Donc ça, c'est mon ADN double brun. Capside icosaédrique, virus enveloppé. Et chez les herpesvirus, qu'est-ce que j'ai entre la nucléocapside et l'enveloppe? Le tégument. Voilà. Donc j'ai le tégument. Et dans le tégument, j'ai mon alphatif. Il est là. Donc lorsque cette particule virale infecte une cellule, le facteur de transcription, il rentre dans le noyau. Et c'est ça qui permet d'activer la transcription à partir des promoteurs précoces immédiats. Et c'est ce qui permet de activer l'expression des gènes alpha immédiatement. Donc on a une cascade de l'expression de gènes viraux différents à différents moments du cycle de réplication. Et le dernier exemple de ce type, ça va être chez les baculovirus, ou l'autographa california nucleopolyhedrovirus. Donc les baculovirus, donc on a des particules virales qui sont enveloppées mais en forme de bâtonnet avec une symétrie hélicoïdale. Le nucléocapside entre dans le cytoplasme et est transporté dans le noyau. On a la décapsidation. L'ADN viral va avoir à nouveau l'expression des gènes précoces, des gènes tardifs et des gènes très tardifs. Alors, les gènes tardifs comprennent, par exemple, la protéine de nucléocapside et la protéine d'enveloppe, le GP64. Donc ça, c'est ce qui permet la libération de particules dans son agent de culture. Tandis que l'expression très tardive, ce sont par exemple la protéine, la polyédrine, qui va former ces polyèdres, c'est-à-dire des particules virales encastrées dans des amas de protéines dans le noyau. Alors, à quoi ça sert cette partie-là du cycle de réplication virale? Parce que si on enlève ça, là, on a déjà fait tout ce qu'il faut. On a répliqué l'ADN, on a formé des particules virales, on les a libérées. Donc à quoi ça sert ces polyèdres et cette phase de réplication très tardive? Ah bah d'ailleurs, je vais passer à ça d'abord parce que ça va être mieux. Donc ça sert au virus pour assurer sa transmission d'un hôte à l'autre. Parce que ces virus vont tous infecter des larves d'insectes, les chenilles par exemple, et les chenilles vont s'infecter en mangeant du feuillage qui est contaminé par les polyèdres. Donc les polyèdres vont être ingérés par la larve de l'insecte, les conditions alcalines de l'intestin vont désagréger les polyèdres, libérer des particules virales qui vont infecter les entérocytes. Donc à partir de là, les cellules infectées vont libérer des particules libres qui vont aller infecter tout le reste de l'insecte. Donc on aura la dissémination de l'infection. Et puis l'expression des gènes très tardifs vont induire la mort de la chenille, carrément sa liquéfaction. Et puis on aura le dépôt sur les feuilles du reste du cadavre de ce pauvre insecte avec des icosèdres, des polyèdres, des amas de protéines avec des particules virales encastrées à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment important parce que ces polyèdres assurent, ou la couche de protéines assure la protection de la particule virale contre la lumière UV, contre l'oxygénation dans l'air libre, contre un peu les conditions à l'extérieur de l'animal. Donc, pour la plupart des virus enveloppés, ce sont des particules virales qui sont sensibles et ne restent pas infectieuses longtemps à l'extérieur.
tandis que les formes occludées, encastrées dans les amas de protéines de la polyédrine, peuvent rester infectieuses plusieurs jours, plusieurs semaines sur des feuilles d'une plante, en attendant qu'une un nouvel insecte, une nouvelle larve va venir les manger. Et donc c'est pour ça qu'on peut utiliser ces virus comme un insecticide biologique. Donc on peut préparer une préparation un extrait de insectes infectés avec des polyèdres et on peut répandre ça sur les cultures et les plantes sont protégées contre cet insecte pendant un certain temps parce que ça reste infectieux relativement longtemps. Ok, donc ça c'est un peu à quoi ça sert pour le virus, comment ça marche. Donc on a à nouveau des promoteurs précoces immédiats, précoces, tardifs et très tardifs. Donc l'expression des gènes précoces immédiats est sous le contrôle de facteurs de transcription cellulaire. Les gènes précoces immédiats, IE0, IE1 et 2, sont des facteurs de transcription viraux qui permettent l'expression des gènes précoces. Chez les gènes précoces, on a l'ADN polymérase virale, l'hélicase, une protéine P135 qui va inhiber l'apoptose de la cellule infectée. Donc, on garde la cellule infectée en vie pour qu'elle produise beaucoup de particules virales. Et des facteurs d'expression tardifs qui vont en fait constituer une ARN polymérase virale. Donc, cette ARN polymérase virale est la seule qui peut activer la transcription à partir des promoteurs tardifs qui aura lieu après la réplication de l'ADN viral. Et les gènes tardifs, ça va être la glycoprotéine surface, la nucléocapside, et c'est ce qui va permettre la libération des particules virales dans son agent de culture. Et les gènes très tardifs vont exprimer à partir de 72 heures post-infection. Ça, c'est par exemple la polyédrine qui est nécessaire pour former ces particules occludées, les gros amas que l'on voit dans le noyau des cellules infectées, et puis la chitinase et la catepsine qui sont là pour détruire l'insecte infecté. Alors, si on met ça sur une manip, la manip que vous allez faire, d'accord, en TP, là, vous allez, deux premiers groupes donc tout le monde va infecter les cellules le vendredi, et le premier temps d'analyse, ça va être 3 jours post-infection. Donc, on va se situer à 72 heures. Donc, normalement, vous pourrez observer des particules occludées dans les cellules infectées. D'accord? Mais avant ça, les premières cellules infectées ont libéré d'autres particules virales qui sont allées infecter les autres cellules dans les puits. D'accord? Donc, c'est ça la raison pour laquelle c'est important de comprendre ça, pour interpréter ce que vous allez voir en TP. Alors, la deuxième utilisation de baculovirus est en tant que vecteur d'expression pour les protéines. Et ça, c'est quelque chose qui était remarqué au début des années 1980, c'est que quelqu'un a eu la brillante idée de se dire, bah écoutez, tout ça, les gènes très tardifs, c'est bien pour le virus lorsqu'il se réplique dans la nature, mais en culture cellulaire, ce n'est pas nécessaire tout ça. Parce que le virus, il forme des particules virales infectieuses au bout de 48 heures, 72 heures, mais on n'a pas besoin de la polyédrine pour ça. Or, dans les cellules infectées, la polyédrine est exprimée à un niveau extrêmement fort. Donc, quelqu'un s'est dit, si je remplace le gène codant pour la polyédrine par un truc que je veux exprimer, mes cellules d'insectes infectées vont exprimer une tonne de cette protéine-là. Et en plus, mon virus, il sera parfaitement capable de se répliquer en culture cell, mais il ne sera pas vraiment dangereux pour l'environnement parce qu'il ne pourra pas vraiment survivre à l'extérieur. Et donc ça, c'est l'idée derrière les vecteurs d'expression de protéines basés sur les baculovirus. Et donc ça, l'idée, c'est que ce que je veux faire,
c'est de remplacer la gène codant pour la polyédrine par mon gène X. Et dans la préhistoire, les années 80, début des années 90, ce qu'il fallait faire, non, années 80, ce qu'il fallait faire, c'était co-transfecter les cellules d'insectes avec l'ADN du bacillovirus purifié, un plasmide qui avait deux régions homologues, le promoteur de la polyédrine et la région 3' non traduite, avec un ADN complémentaire codant pour le gène que l'on voulait exprimer. On transfectait ça dans les cellules d'insectes et de temps en temps, on allait avoir une recombinaison qui allait introduire ce gène-là à la place de la polyédrine. Et il fallait ensuite essayer d'identifier les particules virales qui donnaient des plages de Lise avec un aspect un peu différent parce qu'il n'y avait pas la polyédrine. Donc ça, c'était la base de l'utilisation des bacillovirus ou la CNPV comme vecteur d'expression pour les protéines virales. Et d'ailleurs, c'est la technologie utilisée par la société Novavax qui a aussi fabriqué un vaccin contre le SARS-CoV-2, pas commercialisé en France, je pense. Peut-être que oui. Donc voilà, donc c'est une autre technologie qui est utilisée pour produire des vaccins et d'autres protéines à utilisation thérapeutique. Ok, pour les virus à ADN, donc les trucs à retenir, plus le génome est grand, plus le virus va être indépendant pour sa réplication. D'accord? Les petits virus à ADN, ils vont être soit dépendants d'une co-infection par un autre virus, ou alors dépendants des enzymes de l'hôte pour assurer la réplication de son ADN. Et c'est pour cette raison-là que l'activation du cycle cellulaire était essentielle pour la plupart des petits virus à ADN. Et ça amène un risque d'induction de cancer, notamment chez les papillomavirus qui sont responsables du... Quel cancer? Cancer du col de l'utérus, oui. Donc avec les deux génotypes HPV-16 et HPV-18 qui sont les plus dangereux, mais ce n'est pas les seuls. Il y a peut-être 15 ou une vingtaine de HPV au risque. Donc ces virus-là, ils ne font pas exprès pour induire un cancer, hein. Il faut les comprendre. C'est juste parce qu'ils ont besoin de faire ça pour pousser la cellule à répliquer leur ADN. Mais induire le cancer, ce n'est pas vraiment son objectif. Lorsqu'on a un génome linéaire, ça crée certains problèmes et différents virus ont trouvé des astuces pour contourner ces problèmes. Et le contrôle de l'expression génique en vague d'expression de gènes précoces, tardifs, etc. Chez différents virus à ADN. Alors, on a 20 minutes, donc je vais quand même commencer les virus à ARN. On va voir jusqu'où on peut aller. Donc cette fois-ci, on va passer peut-être 15 minutes à penser au virus à ARN. Et cette fois-ci, leur grand problème, c'est que leur génome est en ARN, et donc il faut le répliquer. Et pour répliquer de l'ARN, il faut une ARN polymérase dépendante de l'ARN. Et cette enzyme-là n'existe pas dans la cellule hôte. Donc, tout virus à ARN a besoin d'une polymérase ARN dépendante de l'ARN. Alors, il y a une différence entre les virus à ARN brun plus et les virus à ARN brun moins ou les virus à ARN double brun, parce que les virus à ARN brun plus codent directement pour les protéines virales, et donc le génome viral peut être pris en charge par les ribosomes cellulaires. Et c'est pour cette raison que les virus à ARN brun plus n'ont pas besoin d'apporter l'ARN polymérase dans la particule virale.
Pour un virus ARN brun plus, il faut juste injecter l'ARN viral dans la cellule, c'est bon, quoi. Tandis que pour les virus à ARN brun moins et les virus à ARN double brun, il faut absolument impacter l'ARN dépendant à la polymérase à ARN, dépendant des ARN, de RDRP, dans la particule virale. Oui, un autre truc à dire pour ça, c'est-à-dire que le besoin de coder une RDRP impose une limite inférieure à la taille du génome. Pour les petits virus à ADN, les Polyomaviridae et les parvovirus, le génome, c'est 5 kilobases de longueur. D'accord? ADN double brun ou ADN simple brun. Bon, les virus à ARN, ils ont des génomes un peu plus grands que ça, même les plus petits, parce qu'ils doivent coder pour leur propre ARN polymérase. Alors, donc c'est quoi le problématique générale pour tous les virus à ARN? Donc il faut, à partir d'une molécule d'ARN, exprimer des protéines virales. Alors, si on passe au virus ARN brun plus, ok? Donc le génome peut être directement traduit par les ribosomes cellulaires, mais donc alors faut que l'ARN viral soit accepté par le ribosome comme comme s'il était un ARN messager. Et aussi, on a un problème, c'est-à-dire quand on a une seule molécule d'ARN génomique, mais on voudrait exprimer plusieurs protéines virales différentes à partir d'une seule molécule d'ARN. Donc ça, c'est un problème. Donc comment on fait ça? Et l'autre problème, enfin l'autre chose qui doit se passer, c'est que l'ARN brun plus doit être recopié en ARN brun moins, qui va être recopié à son tour en ARN brun plus, et c'est ça qui permet la réplication de l'ARN génomique. Alors, pour ce problématique d'expression du génome, on va regarder comment ça marche, mais d'abord, je pense que je vais passer juste le temps qui reste à introduire les quelques virus ARN brun plus que je raconterai. Ben on va se revoir, quoi, ça, on va être après les vacances, hein, le prochain cours. Hein. Oui, je pense, hein, je pense qu'on passe en semaine 9. D'accord? Oui. Donc, je raconte juste les introductions sur les petits virus, sur les virus, quelques virus ARN brun plus, et on reprendra pour les mécanismes moléculaires dans un mois. OK? Alors, ouais, on a 12 minutes pour faire l'introduction à quelques virus. Donc, les familles qu'on va regarder en ARN brun plus sont les Picornaviridae, les Flaviviridae et les Coronaviridae. On ne peut pas y échapper. Alors, chez les Picornaviridae, l'exemple typique, c'est le virus de la poliomyélite, qui fait partie des entérovirus. Mais il n'y a pas que le virus de la poliomyélite chez les Picorna. On a les rhinovirus responsables d'un grand nombre de rhumes et le virus de l'hépatite A. Alors, tous ces virus, ce sont des virus non enveloppés avec une capside icosahédrique composée de 4 protéines virales, VP1, 2, 3 et 4, le VP4 étant à l'intérieur de la capside et que 3 protéines VP1, 2, 3 formant la couche à l'extérieur. Le génome, c'est 7,5 kilobases de longueur. Alors, le virus de la poliomyélite, c'est un entérovirus. Donc, sa mode de réplication principale, c'est d'avoir une transmission par voie fécale orale. Il infecte des entérocytes. Il donne pas de gastroentérite. L'infection, la primo-infection, quand c'est limité
aux entérocytes est asymptomatique. Donc, les enfants vont être infectés. Dans la majorité des cas, l'infection est asymptomatique et le virus va être juste excrété dans les selles. Et dans les conditions où on n'a pas accès à une source d'eau propre, on peut avoir une transmission facile du virus par les eaux usées. Le problème, c'est que le récepteur du virus est aussi exprimé sur les neurones, et donc quelque chose comme 1 cas sur 200, au maximum pour les souches les plus virulentes, on va avoir une paralysie flasque parce qu'il y a une atteinte neuronale. Et cette paralysie va être plus ou moins grave, il va entraîner la mort des enfants dans 5 à 10% des cas, mais ça peut être variable, ça peut être plus que ça. Et pour les autres, un handicap permanent plus ou moins grave. Donc on pense que cette infection est avec nous depuis des milliers d'années parce qu'on a un stèle dans un temple égyptien où on voit ce prêtre-là, il marche avec une canne et puis sa jambe ici a un aspect un peu bizarre qui est évocateur d'une séquelle, d'une paralysie induite par le virus de la poliomyélite. Donc c'est quelque chose qui évoque un peu des séquelles de la poliomyélite. Donc il y a un vaccin efficace, il est presque éradiqué, mais il y a quelques foyers persistants. Je ne suis pas vraiment certain qu'on arrivera à éradiquer ce virus. Alors, deuxième type de virus, et mon virus d'hépatite C ici, il est complètement fichu. Donc, je vais vous montrer ça comme ça. Les Flaviviridae, petits virus ARN capsidicosédriques, cette fois-ci enveloppés. Donc, on a un virus enveloppé ici. Un ARN moins plus, génome un peu plus long. Flaviviridae, flavi c'est pour jaune ou vert, donc c'est le virus de la fièvre jaune qui était le premier de cette famille isolée. Ouais, voilà, il a eu un prix Nobel 1951 pour la découverte, la mise au point du vaccin contre la fièvre jaune, qui est un vaccin réplicatif atténué et toujours utilisé. La même souche vaccinale qui date d'il y a plus de 50 ans maintenant. Le virus de la dengue, c'est aussi un flavivirus et aussi le virus de l'hépatite C. Donc, le virus de l'hépatite C, identifié en 1989, c'est le premier virus que l'on a identifié par les techniques de biologie moléculaire. Donc, on a su identifier, on a connu la séquence du génome de ce virus avant qu'on puisse le cultiver. Donc, le prix Nobel était décerné en 2020 pour les travaux sur le virus hépatite C qui ont permis la mise au point de médicaments antiviraux qui permettent de guérir l'hépatite C maintenant. Il y avait qui? Il y avait Charles Rice et puis deux autres, j'ai oublié leur nom, mais en tout cas. Prix Nobel pour l'hépatite C. Alors, la plupart des flavivirus sont transmis par des vecteurs insectes, ce sont des arbovirus, et le virus de l'hépatite C est une exception. D'ailleurs, toujours un peu curieux la transmission de ce virus. Je suis pas sûr qu'on comprend tous les événements de transmission. Ah, voilà, il marche là. Ok, et le dernier exemple, ouais, je pense que je terminerai là parce que c'est un bon moment d'arrêter. Donc, les coronaviridae, comme on a vu, donc virus enveloppé avec une nucléocapside hélicoïdale. Le nom de la famille des virus vient de l'aspect en microscopie électronique avec les glycoprotéines spike qui forment une sorte de couronne autour de la particule virale. Le génome, c'est les génomes le plus complexe pour un virus en ARN brun plus. C'est le champion des virus ARN en termes de taille de génome. Donc environ 30 kilobases de longueur. Et que dire pour ça? Donc particule virale avec une structure très simple, avec glycoprotéine de spike, une seule glycoprotéine enveloppe, une seule protéine de nucléocapside N et deux protéines membranaires
dans l'enveloppe ici. Alors, les coronavirus que l'on connaît sont les deux souches de alpha coronavirus. Et là, j'oublie toujours qui est qui. Ouais, le 229E, le NL63. Et les bêta coronavirus, HKU1 et OC43. Et ces quatre virus sont en circulation, bon an, mal an, à différents endroits dans le monde. À côté de ça, on a les nouveaux bêta coronavirus, le SARS-CoV-1 qui a provoqué quelques foyers d'infection il y a 20 ans au sud de la Chine et dans la diaspora chinoise. Mais ok, il n'existe plus ce virus, il n'a pas réussi à s'adapter à l'espèce humaine. Le MERS coronavirus, MERS pour Middle East Respiratory Syndrome. Donc c'est un virus qui circule dans le Moyen-Orient. L'hôte intermédiaire, ce sont les chameaux. Et de temps en temps, il y a des transmissions zoonotiques des chameaux vers des gens qui travaillent à proximité des chameaux. Donc on a des cas sporadiques en Arabie Saoudite, en Jordanie, des gens qui travaillent avec des chameaux qui peuvent se faire infecter. Et puis il est très mortel avec un taux de mortalité à peu près à 50%. Et dernier, c'est le SARS-CoV-2 qui, comme vous le savez, a gagné le gros lot, il a gagné le loto pour un virus et il a réussi à vraiment infecter des milliards de personnes et maintenant c'est le 5e coronavirus humain. Une chose qui est un peu commun ici, c'est que c'est rare pour un virus enveloppé, mais les coronavirus peuvent aussi provoquer des infections gastriques. D'accord? Le site d'infection principal, c'est les voies respiratoires, mais on peut avoir une application dans l'intestin. Et je me suis toujours posé la question si la fonction des protéines membranaires n'est pas de stabiliser l'enveloppe virale par rapport aux selles biliaires ou des conditions que l'on retrouve dans l'intestin. Donc c'est le seul virus enveloppé qui peut provoquer des infections intestinales. Donc ça, c'est ce qui est plutôt normal pour, par exemple, les Picornaviridae, les particules virales ici, là, super stables. Pourquoi c'est le cas? Parce que leur mode de transmission nécessite une particule virale qui reste infectieuse en dehors de l'hôte pendant longtemps. Il va être excrété dans les corps d'eau et puis le virus doit rester infectieux et stable pendant longtemps. Un autre exemple d'un picornavirus, c'est le virus de la fièvre afteuse, qui est probablement le virus qui est le plus difficile à inactiver sur la planète. Il reste infectieux dans la boue, dans la poussière desséchée, dans un produit de viande séchée d'un animal infecté, ça reste infectieux. Ok, voilà, bon, j'ai 18h18, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et d'ici un mois, on reprend avec les mécanismes moléculaires. Les trucs qu'il faut garder en tête pour les TP, c'est cycle de réplication du bactériovirus, le timing de ces différents gènes précoces et tardifs. Ça va être important pour interpréter vos résultats. Ok? Bon, bah, on se voit fin de la semaine prochaine pour certains en TP. La semaine d'après pour les autres.